Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Monsieur Trépanier, bonsoir. Bonsoir, Alexandre. Comment vas-tu, mon cher? Ça va très bien, toi aussi? Je vais très, très bien, merci. François, dimanche, tu t'es envoyé en l'air, mon chanceux. Oui, c'était pas la première fois, par contre. Non? Alors, mettons les gens dans le contexte. Je me suis envoyé en l'air en montgolfière, bien évidemment. Parce que on le sait, il faut le dire, là, c'est une grande passion chez toi. Oui, grande passion. On peut voir les photos pendant que j'en parle, Alexandre. J'ai eu la chance de voler avec mon bon ami Pierre Gariepi, qui sera d'ailleurs en studio avec nous la semaine prochaine. Pierre Gariepi, qui a été le premier pilote de montgolfière québécois à traverser les Alpes en montgolfière. Pilote canadien. Donc, on a fait un beau vol. Ça a été le baptême de ma chère conjointe, Élise, en montgolfière, qui a très bien adoré son expérience. Donc, un beau vol en ballon de 1h35 minutes. Je veux que tu me parles parce que souvent, tu sais, des trajets en avion, plus t'es haut, plus il fait froid. C'est souvent les vols d'hiver, c'est là que tu vas avoir le moins de turbulences. Est-ce qu'au niveau de la montgolfière, c'est la même chose? Est-ce qu'un vol en hiver, ça va être... C'est jamais dangereux, là, un vol en montgolfière, qu'on se le dise, mais est-ce que c'est plus tranquille en hiver qu'en été? Pas plus tranquille. Écoute, nous, on avait des conditions sensationnelles dimanche. Je te dirais, ce qui est agréable, c'est pas la tranquillité, c'est au niveau de la météo. OK. Lorsque tu es en montgolfière, tu es dans le vent. Donc, tu ne sens pas le vent. Donc, quand on est au sol, on sent le vent avant de décoller. Il fait froid. Quand on est rendu à 1000 pieds, Alex, là, dézipper le manteau, enlever les gants, enlever le foulard avec le brûleur, c'est le « t'es bien, c'est incroyable. C'est une passion qui t'a piqué il y a quoi? Ça fait déjà un bon bout de temps. Oh, écoute, ça fait une vingtaine d'années, sûr et Déjà, certain. OK. Même avant l'International de Montgolfière. Certainement. Il va falloir que tu essayes ça, Alex, avec moi maintenant. Oui, ça va me faire plaisir. Ouais. Ça va me faire plaisir. Ouais. On parle de conditionnement physique, mon cher, cette semaine. De marque, hein? Jean-Philippe Hamel Oui. et également Alexandre Tessier qui vont nous parler de Hamel Tessier Performance. Oui. Vous voulez savoir c'est quoi? Il me semble que j'ai déjà entendu ça. Restez là. Oui. Parce que, belle émission, on va parler de conditionnement physique, des professionnels au hockey, mais également, ça s'adresse aux plus jeunes, à commencer vers le POI 2A à peu près. Ouais. Donc, au retour, tu t'es entretenu avec Jean-Philippe Hamel et on parle de Hamel Tessier Performance. Mon invité de cette semaine à Sport Express est un préparateur physique qui est devenu très connu, n'ayons pas peur des mots. Jean-Philippe Hamel est avec nous. C'est un de ceux qui a entraîné les joueurs de la Ligue nationale de hockey québécois durant le dernier conflit. Salut, JP. Salut François, ça va bien? Ça va bien, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. JP, pour les gens qui se demandent qu'est-ce que c'est Hamel Tessier, c'est votre compagnie à toi et ton partner. Ton partner, Alexandre, va être l'invité de mon Alexandre qui travaille avec moi. On va pouvoir en parler un petit peu plus long. Mais avec toi, j'aimerais qu'on aborde le sujet des joueurs de la Ligue nationale qui sont entraînés avec vous durant le lockout. Je pense que ce n'était pas la première année. Les joueurs, il y en a quelques-uns qui s'entraînent habituellement durant l'été avec vous, c'est bien ça? Oui, c'est exact. Il y a plusieurs joueurs qui s'entraînent chez nous durant l'été. Et d'habitude, les gars de la Ligue nationale arrivent un petit peu au mois d'août sur la glace aussi. Les gars de la Ligue américaine, c'est un peu ça qui a amené tous les gars pendant le lockout chez nous. Qu'est-ce qui a fait que cette année, la porte s'est ouverte de Hamel Tessier à Candiac, à l'Arena, et que la plupart, n'ayons pas peur des mots, peut-être presque tous les joueurs québécois de la Ligue nationale se sont entraînés avec vous? Qu'est-ce qui a fait que c'est arrivé? Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que depuis 4 ans, comme tu as mentionné, là, ça fait plusieurs années que les gars viennent à Candiac chez nous. Au glace, ils venaient plusieurs fois par semaine. Et là, de fil en aiguille, les gars cherchaient des places patinées, avoir les meilleures glaces possibles. Surtout, il n'y a pas beaucoup de joueurs québécois dans la Ligue nationale non plus, il ne faut pas s'en cacher. Là. Fait qu'ils ont essayé de se réunir à la même place, fait qu'ils ont décidé de venir tous à Candiac. On avait une chambre pour les accueillir, on avait un trainer qui faisait leur lavage, on était là pour faire les pratiques. Donc, il était le mieux traité possible dans les conditions qu'on avait. Aux petits soins. Oui, exactement. Quel est ton rôle, JP, dans ce temps-là? Toi, j'imagine que tu es sur la patinoire avec les joueurs. On parle de kinésiologie, préparateur physique. Dans le fond, ton rôle, c'est d'être un petit peu le papa de ces joueurs-là sur la patinoire? Ben, plus le papa, ou plus ou moins, mais plus leur coach vraiment sur la glace. Là. Alex Moore faisait comme des pratiques comme qu'ils font pendant l'année le plus possible pour les garder en meilleure forme possible quand ça allait commencer, qui était le plus près pour que ça commence. Puis c'est bon parce qu'on voit depuis le début du lockout, il n'y a pas vraiment d'écart entre les joueurs qui ont joué en Europe et les gars qui ont resté chez nous. Donc c'est le fun d'avoir ça. Parlons un petit peu des différents joueurs. Là. Les gens à la maison les connaissent, les joueurs de la Ligue nationale, mais si on parle des grands noms là, qui sont entraînés avec vous, outre les joueurs du Canadien, parce qu'on va y venir un petit peu plus tard, mais je pense qu'il y a ton bon ami Guillaume Latendresse qui était là. Oui, Guillaume était là, Maxime Lapierre, Alexandre Burroughs, il y a Corey Crawford, Jason Pominville, Pierre-Marc Bouchard. Ils sont presque tous venus. Il y en a pendant une plus longue période, il y en a quelques fois, mais pour la majorité sont tous venus. Parle-nous donc un petit peu de la condition physique de ces gars-là. Là. Ça s'entraîne tout au long de l'année. T'entraînes des gars de la Ligue américaine, t'entraînes des plus jeunes. Est-ce qu'on peut dire, oui, les gars jouent chez les pros,
Mais point de vue conditionnement physique, là, les gars sont top shape. C'est des machines. Ouais. C'est juste des machines. C'est des Formule 1 là, sur patin. Là. Ils n'ont pas le choix. Hein. C'est leur job. La compétition est rendue tellement forte qu'ils n'ont pas le choix d'être à leur maximum. C'est incroyable. Le monde n'a juste aucune idée à quel point ils sont en forme. Là, on vous a vu à Candiac, les médias ont été très présents pour aller vous rendre visite. Dans le fond, tous les joueurs québécois étaient là. Puis ce qu'on a appris par la suite, c'est lorsque le lockout s'est réglé, les joueurs de la Ligue nationale de hockey du Canadien de Montréal avaient accès au complexe Bell, parce qu'on rappelle qu'ils n'avaient pas accès auparavant, étant donné qu'il y avait un lockout. Et parlez-nous un petit peu de la grande demande de Brian Gionta. Bien, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est après la 66e pratique à Candiac. 66e. Brian est venu nous voir après la pratique, puis il a dit JP et Alex veut venir au complexe Bell continuer notre semaine de préparation avant que Michel Therrien puisse s'embarquer. On est arrivé, on est allé faire la première semaine du pré-camp, si on veut, du Canadien. Il y avait tous les joueurs qui étaient là de l'équipe. Sauf les premières journées, là, il y avait des gars Mamerlick le temps qui étaient là, Mathieu Darche qui était là aussi, avec toute l'équipe au complet. C'était assez incroyable. Là. Comment on se sent, là, deux petits gars de Sainte-Catherine, Candiac? Tu sais, dans le fond, vous vivez un petit peu un rêve, vous autres ici, que le capitaine du Canadien de Montréal vienne te dire « Hey, JP, il faut que je te parle », puis vous invite, dans le fond, à venir les entraîner. C'est quoi la réaction dans ce temps-là? Écoute, c'est la récompense ultime. Là, ça vaut. Tu sais, quand on est à Candiac, c'est chez nous, Candiac. C'est notre aréna, le gym est là, tout est là, on se sent à l'aise. Même quand les médias sont là, il n'y a rien d'énervant. C'est vraiment notre maison. C'est ça, je passe plus de temps là que dans ma maison chez nous. Et quand, mettons, un gars comme Gionta vient te voir, qui a eu les meilleurs coachs au monde, il y a un gars comme Jacques Lemaire qui l'a coaché. Il a gagné la Coupe Stanley. Puis là, il vient de voir, ben, même Jacques Martin avant. Puis là, il vient de voir, il dit OK, voulez-vous venir continuer la pratique? C'est la récompense ultime. C'est Kim, je pense qu'on a fait quelque chose de bien. Parlons un petit peu, JP, l'expérience que vous avez eue au Complexe Bell. Tu l'as dit, à Candiac, vous êtes chez vous, dans votre cour. Comment ça se passe quand on arrive dans un complexe? Je pense que ça doit être un des plus beaux complexes de la Ligue nationale de hockey d'entraînement, avec les médias, la foule. Comment ça se passe? C'est assez incroyable parce que quand on est arrivé à la première journée, tu arrives là. Là, tu ne veux pas commencer à regarder partout parce que tu vois les bannières. La première pratique, Michel Therrien, Rick Dudley, Marc Bergevin étaient là, écoutaient la pratique. Puis on faisait des tours à l'entour de la glace. On disait aïe, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Les médias qui étaient là. Donc, c'était assez incroyable d'être là, le feeling. On a un petit peu de nervosité. Là. Une chance qu'on avait un bagage des 4 dernières années. Puis des autres pratiques, on a eu le lock-out avec ces gars-là. Sinon, je pense qu'on a été très nerveux au tableau pour expliquer les exercices. Là. Parce que, tu sais, on y va. Moi, j'y vais une fois de temps en temps. Je travaille près du complexe Bell. Puis, veux pas, on est impressionné de les voir, ces gars-là. Tu sais, on adore le hockey, c'est des athlètes professionnels. Là, toi, de te retrouver dans leur environnement, sur la patinoire, et on va pouvoir voir quelques photos là, pendant l'entrevue, tu sais, d'être au tableau et d'expliquer tes consignes pendant que les joueurs sont devant toi, c'est quelque chose. Ah, ça, c'est sûr. C'est incroyable. Comme je te dis, de ne pas avoir le bagage qu'on a fait avant, c'est sûr qu'on aurait eu vraiment beaucoup de difficultés à être là pendant ces journées-là. Même un moment donné, on était au centre de la glace, je me souviendrai toujours, parce qu'on se plaçait là pour que les joueurs nous accrochent. Puis Alex me dit, hey, regarde, le signe du Canadien est à nos pieds. Donc, je disais, chut, dis rien, puis on va rester focus dans la pratique. C'est le feeling qui était sensationnel. Là. Rapidement, parle-moi donc un petit peu, Jean-Philippe, de ton parcours de joueur de hockey. Toi, j'imagine que tu as quand même joué un bon niveau de joueur de hockey pour te retrouver où tu es présentement. Bien, dans le fond, j'ai joué midget 3 Riverains du Charlemagne sur notre territoire. J'ai joué junior aussi à Rouen puis pour le Rocket de Montréal. C'est un peu pour ça aussi que les gars viennent chez nous. C'est des gars qu'on a joué avec ou contre quand on était plus jeunes. Donc, comme la tendresse, vous avez joué ensemble, j'imagine? Non, Guillaume est plus jeune que nous, donc on n'a pas joué contre. Tu parlais, tantôt, on a parlé avant, c'est Philippe Dupuis, un de tes bons amis. P.A. Parenteau, c'est un gars avec qui j'ai joué midget 3. Pierre-Marc Bouchard, c'est un gars avec qui j'ai joué midget 3. Donc, c'est la majorité. Marc-André Fleury aussi. La majorité, on a joué soit contre ou avec quand on était plus jeune. Donc, par la suite, junior majeur un petit peu, Ligue nord-américaine de hockey, que nous, on connaît bien ici dans le coin. On a eu les Chiefs de Saint-Jean. Tu as joué pour les Chiefs de Laval auparavant. Ensuite, tu as fait tes études en kinésiologie, c'est bien ça? Oui, exact. À ma deuxième année avec les Chiefs, je me suis inscrit au bac en kinésiologie. Dans le fond, j'ai terminé 3 ans après, en 2008. OK, ça va vite. Hein? Ça va vite, ça va très vite. Et donc, c'est ça. J'ai fait ce bac-là. Puis, dans le fond, Alex en parlera plus tard, qu'on a ouvert notre gym par la suite. En terminant, JP, dernière question. Ton rêve ultime, toi, en tant que kinésiologue, préparateur physique, tu as vécu un petit peu la Grande Ligue, si on veut, avec les joueurs de la Ligue nationale de hockey. Est-ce que c'est vraiment le rêve ultime? Ce serait peut-être de te retrouver avec une équipe de la Ligue nationale? Oui, ça, c'est sûr que c'est le rêve ultime. Là, écoute, en ce moment,
On faisait beaucoup plus de préparation physique que coacher sur la glace. Ça a donné vraiment le goût d'être en arrière du banc. Ça a donné vraiment le goût de coacher, d'être à ce niveau-là. C'est sûr de refaire les étapes pour se passer par le junior majeur. S'il y avait un offre du junior majeur d'un matin, c'est sûr qu'on l'accepterait et on partirait. Même commencer comme adjoint, de refaire les étapes, ligne américaine, puis la ligne nationale. Quand tu goûtes à ça, c'est une sensation incroyable. Là. Puis même si c'est à Montréal que tu veux faire du hockey. Là, on parlait des médias, juste pendant le lockout à Candiac, il y avait des fois 30-40 représentants des médias pour une pratique matinale à Candiac durant le lockout. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'incroyable. Je pense que cette opportunité-là que vous avez eue, cette opportunité, vous l'avez gagnée. Les joueurs vous ont fait confiance. Je pense que ça peut seulement vous aider à vous retrouver peut-être dans un calibre de jeu assez intéressant, que ce soit au Québec ou peut-être aux États-Unis. Écoute, on vous le souhaite. C'est déjà le temps qu'on a, tout le temps qu'on a, Jean-Philippe. Puis on va laisser notre siège à Alex, ton partner, et Alex, mon partner de Sport Express, pour qu'on puisse en savoir un petit peu plus sur Amel Tessier Performance. Jean-Philippe Hamel, merci d'être passé à Sport Express. Merci à toi. Merci. Non, mais il faut tout à fait une bonne job quand Brian Gianta te demande de les suivre pour la première semaine du pré-camp du camp d'entraînement du Canadien de Montréal. Oui, tout un travail. Puis écoute, la manière que JP nous en parlait, sur la glace du complexe Bell, je pense que c'était assez impressionnant. Certain. Écoute, on a parlé des professionnels avec toi. Oui. On va rentrer plus en profondeur sur ce que c'est Amel Tessier avec Alexandre Tessier au retour à Sport Express. On continue ce spécial à Sport Express de Amel Tessier Performance et tel que promis, on s'entretient avec lui. Alexandre Tessier, salut. Bonjour. Alexandre, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de toi parce que, bon, le hockey, tu t'y connais, tu n'es pas né d'hier dans ce domaine sportif. Dans le fond, pour résumer un peu mon parcours, à partir de Midget 3, j'ai eu Midget 3 au Collège Charlemagne pour les 20. Ensuite, à 17 ans, je suis allé aux États-Unis, dans les prep schools. J'ai opté pour cette option-là. Mais après un an, je suis revenu au Québec. Je suis allé jouer à Rouyn-Noranda pour les Huskies. Ensuite, j'ai terminé Junior 3. Ensuite, je suis allé à l'Université du Québec à Trois-Rivières pour les Patriotes, où est-ce que j'ai commencé mon parcours universitaire pour être kinésiologue. Donc, dans le fond, c'est un peu mon parcours de hockey. Ensuite, j'ai été entraîneur au niveau Junior 3 pendant 5 ans pour le Collège français de Longueuil. Donc, c'est ce qui résume un peu mon parcours de joueur un peu de hockey, là. Quand tu es revenu, en fait, quand tu as terminé ta carrière au niveau junior majeur puis que tu es allé jouer avec les Patriotes, justement, de l'UQTR, est-ce que déjà là, tu savais que... Parce que, tu sais, on parle souvent de combiner les études, le hockey et devenir, justement, d'aller chercher son bac, devenir kinésiologue. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait? J'aimerais ça que tu nous en parles un peu plus parce que je trouve ça hyper important en 2013. Tu l'as réussi. Est-ce que ça se fait bien ou c'est quand même difficile? Bien, c'est sûr qu'au début, étant donné mon parcours avec les États-Unis, j'ai été 1 an et demi sans aller à l'école. Ensuite, quand on m'a parlé du hockey universitaire, qui était à l'époque connu, mais en même temps pas tellement, j'ai opté pour cette voie-là parce qu'éventuellement, c'est toujours important d'avoir un certain bagage universitaire ou avoir des études. Donc, c'est là que j'ai opté pour l'option. Et puis, la kinésiologie semblait une bonne voie puisque c'est le sport et puis l'entraînement physique. Puis on est habitué depuis qu'on est jeune de faire ça avec le hockey. Donc c'est un peu ce qui m'a poussé à faire ça. Mais non, ça n'a pas été trop... ça a été difficile au début, mais la Ligue universitaire est très, très, très bien adaptée pour les études pour combiner les deux. Puis maintenant, avec un gars comme Mathieu Darche qui joue pour le Canadien, je pense que les jeunes peuvent plus s'identifier au niveau hockey universitaire aussi maintenant. Oui. Bien, moi, personnellement, je ne connaissais pas trop la Ligue. C'est sûr qu'on savait que c'était une Ligue qui était très compétitive. On avait des Alexandre Tremblay qui avait joué à l'UQTR aussi. Mais ensuite, quand tu vis ce calibre-là, exemple, il y a beaucoup d'équipes dans l'Ouest canadien où est-ce qu'il y a des joueurs qui ont joué dans la Ligue américaine, qui ont joué dans la East Coast, sont obligés de s'asseoir un an, mais qui vont jouer là ensuite. Donc, le calibre est très, 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 très relevé. Et dans notre équipe, j'étais le seul joueur qui avait joué Junior 3 l'année d'avant. Le reste, ils avaient tous joué junior majeur et en tout cas. Donc, le calibre était... Et on avait 4 joueurs dans notre équipe qui avaient été repêchés dans la Ligue nationale. Donc,
le calibre était très, très, très relevé. Puis c'est toujours possible. De plus en plus, on voit dans la Ligue nationale qu'il y a des joueurs de 23, 24 ans qui vont monter, qui vont graduer. Exact. Donc, c'est toujours possible, surtout avec le niveau universitaire. Maintenant, il y a un coup que, bon, tu as terminé ton cours puis tu es devenu kinésiologue. Je veux que tu me parles un peu de Amel Tessier Performance. C'est né comment, cette association? Dans le fond, c'est né après notre première année d'université à moi et Jean-Philippe. Durant l'été, j'avais mon frère, qui était plus jeune que moi, s'en allait à un camp Midget 3A. Donc, lui et 3 autres jeunes avaient besoin d'une certaine préparation physique. Et avec notre première année de bac de fait, on s'est dit pourquoi pas l'entraîner. Il n'y avait pas vraiment personne qui s'occupait de lui en général. Donc, on a décidé de s'occuper les deux pour les 4 jeunes. Et ça a bien donné. Les 4 jeunes ont fait l'équipe l'année d'après pour les riverains. Donc, c'est d'un peu de là que ça a parti. Et ensuite, les années ont suivi. On est passé de 4 à 17 joueurs. Et ça a toujours continué. Là, ça fait 7 ans, là, ça, exactement. Ça a évolué, Amel Tessier Performance. Et c'est quoi un peu le public cible? On peut commencer quand, puis ça se termine où? Tu vas me dire professionnel, là, mais ça commence quand exactement? Dans le fond, notre plus petit groupe, les plus jeunes, c'est des Pee-Wee. Donc, des joueurs qui s'en vont dans un camp Pee-Wee. On a un groupe Pee-Wee, un groupe Bantam, Midget, Junior et un groupe professionnel de plus vieux, dans le fond. J'entends des gens à la maison, puis je veux absolument t'en parler parce que tu ouvres la porte. Tu parlais de jeunes Pee-Wee 2A. Pee-Wee, c'est quoi? 12, 13, 14? Oui, dans le fond, c'est 6e année secondaire 1. 6e année secondaire 1. C'est pas un peu jeune pour qu'ils puissent commencer le conditionnement physique à un niveau comme celui-là? Non, puis au contraire, c'est favorable pour l'athlète. C'est sûr qu'à jeune âge, à bas âge comme ça, ils n'auront pas la même préparation qu'exemple un joueur professionnel. Mais avec nous, à l'université, on a certains cours justement pour l'entraînement pour les enfants et les adolescents. Donc, il n'y a aucun danger au niveau, je sais que souvent, on entend le monde parler de croissance. Bien, c'est ça, moi, je voulais briser les tabous. Non, il n'y a aucun danger, même si c'est souvent favorable parce que si le jeune se développe une certaine petite masse musculaire, ça protège les os pour ne pas toucher les plaques de croissance. Et au niveau de la coordination, c'est vraiment favorable pour des jeunes. Donc, dans le fond, il n'y a aucun danger si c'est très bien supervisé. Et il faut savoir quoi faire un peu. Donc, justement, dans notre cours, on a vu exactement. Donc, dans le fond, ça prend une personne d'un certain bagage pour voir exactement, mais très bien supervisé. Il n'y a aucun danger. Si, par exemple, je suis un père de famille, j'écoute Sport Express ce soir, mon enfant joue Pee-Wee 2A, ça se voit, quand même une bonne saison, a joué quelques matchs, tiens, par exemple, Bantam 2A, ça a bien été là également, puis il se dit, sais-tu, j'avais jamais entendu parler d'Amel Tessier Performance. Il vous appelle. Comment vous allez être utile pour ce jeune-là, mais pour cette famille-là en même temps? Ça va être quoi quand vous allez rencontrer ce jeune hockeyeur-là? Bien, dans le fond, nous, c'est sûr qu'au niveau physique, on essaie de lui donner le plus gros bagage possible. On a un camp qui dure environ 6 à 7 semaines l'été. On a de la glace aussi où est-ce que le jeune peut s'améliorer autant hors glace que sur la glace, où est-ce qu'on travaille. Notre équipe d'entraîneurs, moi, Jean-Philippe, et on a des assistants qui travaillent. On a une couple de joueurs professionnels ou des joueurs juniors majeurs qui embarquent avec les jeunes. Donc, au niveau hockey, c'est sûr qu'au niveau hors glace, on essaie de les améliorer le plus possible, de leur donner un certain bagage et au fil des années de s'améliorer. Au niveau hockey aussi, selon leur calibre. Mais on travaille aussi avec les jeunes au niveau... on a vu un certain développement d'athlètes depuis X nombre d'années. Qu'est-ce que ça prend pour être un bon joueur? Pee-Wee, Bantam, Midget, puis on a vu pas mal tous les calibres depuis le début. Donc, on essaie vraiment de le guider dans le droit chemin pour dire, OK, ça c'est bon, ça peut être bon pour toi, ça peut être... Mais dans le fond, c'est juste des conseils qu'on leur donne. Mais c'est sûr qu'on essaie de travailler avec les jeunes. On a beaucoup de jeunes, mais on essaie d'être le plus individuel possible avec chaque athlète pour l'améliorer, puis pour son parcours de joueur de hockey, puis son parcours d'être humain aussi, là, dans le fond, là, pour plus tard, dans le fond. Au niveau personnel, Alex, s'il y avait eu un Amel Tessier Performance quand tu étais Pee-Wee, Bantam, est-ce que tu aurais aimé ça? Parce que moi, je peux te dire, tu sais, moi, je suis un petit peu plus vieux que toi, j'ai 34 ans, mais ça n'existait pas à l'époque. C'était pas aussi, tu sais, perfectionné que ce l'est aujourd'hui. Non, effectivement. On en parle souvent, moi, Jean-Philippe. Si on revient à nos années Midget 3 ou Bantam, on avait certains programmes que les entraîneurs de l'époque étaient quand même compétents, mais que c'était moins personnalisé et moins populaire de ce que c'est devenu aujourd'hui. On regarde juste Midget 3 au niveau de l'entraînement physique. Présentement, les jeunes s'entraînent 3 à 4 fois par semaine dans la salle de musculation. Nos années, c'était 1 fois ou 2 maximum par semaine. Puis oui, ça m'aurait probablement grandement aidé à aller plus haut, mais
on prend notre bagage, puis surtout, on amène à ne pas faire l'erreur pour la nouvelle génération de joueurs de hockey. Mais oui, ça nous aurait très grandement aidé. Il y a une première édition qui s'en vient l'été prochain, c'est l'école de hockey de la Pierre-Latendresse. J'aimerais ça que tu nous en parles parce que Guillaume Latendresse, c'est un gars que tu connais depuis tes années Midget 3A, mais ça va être la première année. C'est quoi l'association MLTC Performance et cette école de hockey-là? Dans le fond, il va y avoir 2 volets. Il va y avoir Jean-Philippe qui va être sur la glace avec les entraîneurs pour les entraînements sur glace. Et au niveau du hors-glace, il va y avoir moi qui va superviser tout ce qui est l'entraînement hors-glace durant la semaine d'école de hockey, dans le fond. Là. Donc, dans le fond, on va avoir une expertise sur glace et hors-glace avec Guillaume et Maxime. C'est 2 gars très accessibles également. Donc, pour les jeunes qui veulent aller dans une école de hockey, vous allez pouvoir rencontrer vos idoles. Bien, je pense que ça va être la bonne place. Pour de plus amples renseignements, www.lapierrelatendresse.com. J'aimerais ça que tu nous donnes également le site Internet de MLTC Performance. Oui, dans le fond, c'est le mltcperformance.com. Si vous avez des questions, il y a les numéros de téléphone qui sont sur le site ou par email. On peut voir également le numéro de téléphone au bas de l'écran présentement. Là. Donc, c'est pour des renseignements ou pour la saison estivale. C'est plus sur ça qu'il faut se baser. Et en terminant, Alexandre, ça a bien grossi depuis les 7 dernières années. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Jean-Philippe et toi au cours des 7 prochaines, tiens? Dans le fond, ça va aussi vite que ça a été beaucoup de choses. Mais c'est sûr qu'on a parlé beaucoup durant le lockout au niveau du coaching pour des équipes. C'est sûr qu'on envisage les 2 peut-être d'aller au niveau du junior majeur entraîneur. Au niveau de la préparation physique, c'est sûr que tout préparateur physique qui travaille dans notre domaine va souhaiter d'aller un jour pour une équipe professionnelle. Est-ce que ça va arriver? Ce serait extrêmement le fun. Ce serait vraiment plaisant. Si c'est ensemble, c'est ensemble. Si c'est pas ensemble, c'est pas plus grave qu'il faut. Parce que notre camp d'été va toujours rester, notre compagnie va toujours rester. Mais c'est sûr que tout préparateur physique ou entraîneur va viser le plus haut possible, là, qui est le pro, là, dans le fond. Là. Alexandre, merci énormément de t'être déplacé. Ça fait plaisir. Puis, bonne continuité avec MLTC Performance. Bien, merci beaucoup. J'aurais aimé ça, moi, dans les années 70, voir des Yvon Lambert avec les programmes d'aujourd'hui. Salut! Parce qu'il faut dire qu'à l'époque, le camp d'entraînement servait également de mise en forme. Ouais. Et là, c'est plus le cas du tout. Là. On peut le voir. Les boys nous le disaient, les gars sont tellement en forme, Alexandre, que c'est quand même un bon travail, mais les gars arrivent déjà en forme. C'est des PME, oui, mais en même temps, ce sont des athlètes professionnels. Et je pense qu'ils prennent soin d'eux. Des machines. Oui, exactement. Ouais. François, on s'arrête le temps d'une courte pause et au retour, la chronique en vrac. Bougez pas. François, avant de débuter la chronique en vrac, je suis pas mal écœuré, tu le sais, de l'hiver que nous avons présentement. L'hiver 2012-2013, j'en ai ras le pompon. Toi, tu avais été allé en Floride, toi? Ça s'en vient, ça s'en vient. Et je peux te dire qu'en parlant de Floride, je suis tombé sur les nouveaux équipements de Adidas, TaylorMade, Nike. On parle de golf à Yoy. Nike, c'est assez solide, hein? Assez solide, mais je suis tombé sur une paire de souliers. Là, on la voit à l'écran présentement. Merci beaucoup, André Barrière, notre monteur. 200 $, cette magnifique paire de chaussures de golf. Elle est tellement belle. Moi, là, je ne suis pas très mode dans la vie de tous les jours, mais quand vient le temps de parler de golf, là, j'en perds tous mes moyens. Vas-tu te les procurer, Alexandre? Oui. On va je vais me les commander, exactement. Soit les jaunes qu'on voit à l'écran, mais il y en a un autre orange. Je ne sais pas lesquels encore, mais... j'ai tellement hâte de jouer au golf. Très, très hâte de jouer au Pine Grove. Bien, pourquoi pas? On va peut-être être capable de se faire inviter. Écoute, moi, je peux te dire que c'est rentré dans cette oreille-là et ça n'est pas sorti encore. François, la chronique en vrac, j'aimerais ça que tu me parles du Plaza de Marieville parce que les séries éliminatoires, c'est chose
du présent. Oui, les demi-finales, Alexandre, les quarts de finale viennent d'avoir lieu. Marieville avait eu un bail, on se rappelle, les gars nous l'avaient Oui. dit. Donc, demi-finale, ça commence vendredi prochain, le 15 février, le lendemain de la Saint-Valentin. Pourquoi pas aller à l'Arena à Marieville? On a ramassé quelques airs lousses le jeudi. Voilà. Alors, le vendredi, on est correct. Donc, à 19h30, ça se passe contre Quaticook. C'est vraiment l'Arena de Marieville. 7 seulement pour aller voir un bon spectacle de hockey. Donc, on invite les gens à se présenter à l'Arena de Marieville et aller voir nos amis Mathieu Ménard et compagnie Roch Fournier qui sont venus en studio quelques fois. Tu sais que notre émission était extraordinaire, mais là, maintenant, ça revient, je pense, plus qu'extraordinaire, même platonique pour ce qui est de nos collaborateurs ici de NASCAR. Ouais, les NASCAR. Et là, je dois lire, honnêtement, parce que On a quand même un bon recherchiste. on a un très, très bon recherchiste. Alors, la saison 2013 de NASCAR débute samedi le 16 février, mes chers amis, avec la présentation, avec la présentation du Sprint Unlimited dès 20h10, pas 20h, pas 20h05, 20h10, bien important. Et ça, c'est en direct de Daytona. Les qualifications pour le Budweiser Duel, ça va avoir lieu dimanche le 17. Ensuite de ça, on se transporte jeudi le 21, toujours au mois de février. Le Budweiser Duel. Ça, c'est le Budweiser Duel. Ça, c'est 2 courses. Et on va prendre les résultats de ces 2 courses-là pour faire la grille de départ. Du Daytona 500. Du Daytona 500, ça va être qui bon. sera dimanche, le 24 février. Ouais. Et ça, ici, c'est indiqué, ça marque, ça stipule. Oui. Présentation de la course de stock car la plus prestigieuse au monde. Ouais. Nous n'avons pas l'heure, par contre. Alors, je ne sais pas si c'est 13h, 13h05, 13h10, 13h. Alors, 13h, ce sera le départ du Daytona, le 24 février. Est-ce que tu sais, mon cher, si au 3e tour, ils arrêtent toujours en l'honneur de Dale Earnhardt? Non, ils ne savent pas. J'ai une colle. Ouais. Ils font le signe seulement. Mais sûrement pas en courant, ils doivent arrêter. Là. Pendant que l'autre nous fait des signes aussi qui reste 30 secondes. Exactement. Pour en savoir davantage, résultat de notre tirage. Oui. Pour ce qui est des aiguisages, La collaboration semaine avec prochaine. Sport Opus, parce que là, il y en a eu 3, honnêtement, il faut démêler tout ça. Pour en savoir davantage sur l'émission, www.tvhr9.com. Pour les gens de la Rive-Sud, www.tvrs.ca. Oui. Et le bingo, dimanche matin, 3 000 $. Ça pourrait m'aider, ça, pour mes emplettes de golf. Oui, ça serait bien, hein? On va peut-être s'arranger pour avoir des petits deals. Quand tu me parles comme ça, François, t'es mon meilleur ami. sportexpress@tvhr9.com pour nous rejoindre. Voilà. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. À la semaine prochaine. Bye-bye.